Là, nous rejoignons Françoise et Céline pour En fait, on leur a demandé de naviguer, de regarder et de nous soumettre en fait leurs réflexions par rapport à tout ce qu'elles auront entendu dans le colloque. Dans l'ordre d'ailleurs, Nicole et Françoise, puisque c'est Nicole qui va prendre la parole en premier. Elles ont été très attentives. Enfin, je les ai vues qui notaient énormément de choses dans tous les ateliers, donc j'attends avec impatience de savoir ce qu'elles ont à nous dire. Andrea, tu veux compléter? Absolument pas. Tu as très bien parlé, donc on s'excuse beaucoup avec Nicole et Françoise pour ce retard, évidemment, et je lui passe très volontiers la parole. Oui. Merci, merci. Bonjour à tous. Bien, j'ouvre donc avant Françoise, n'est-ce pas, qui poursuivra. Formidable de vous retrouver dans ce colloque. Alors, je dirais c'est un colloque durable. C'est un colloque durable. Alors, durable au sens, je veux dire, canonique, quasiment, Brundtland, au sens où il installe une solidarité, je veux dire, à la fois dans le temps et dans l'espace, qui est très, très intéressante. Et le nombre des participants, la diversité de leurs origines géographiques, culturelles, linguistiques, universitaires, etc., montre, comment dire, cette puissance de rayonnement de cette thématique qui est désormais bien inscrite dans notre champ et dans d'autres aussi, mais qui participe d'un mouvement de recherche qui ne cesse de s'élargir. Donc, continuité, élargissement des lieux qui couvrent le nord et le sud de la planète, et nous écoutions avec beaucoup d'intérêt les collègues, comment dire, sud-américains, donc de langue espagnole ou portugaise, enfin, renvoyant à des origines mexicaines, argentines ou brésiliennes. C'était absolument passionnant de les entendre et d'entendre, comment dire, cette correspondance, cette synergie avec nos préoccupations. Donc voilà, toujours réconfortant et stimulant d'avoir ces témoignages-là et ces interventions. Continuité des lieux sur un plan international, continuité des lieux sur un plan national aussi. Et je dois dire que, comment dire, je me réjouis beaucoup de cette continuité, de cette amplification, comme des cercles concentriques comme cela qui ne cessent de s'élargir. Alors, comment dire, au privilège de l'âge, je rappellerai simplement que j'avais ouvert en 2003-2004 un séminaire annuel développement durable dans lequel beaucoup d'entre vous sont intervenus. Et donc, c'est avec plaisir que je retrouve là, que ce soit Amel, Anna Carolina, que ce soit Elénie, Mathieu, Céline, Amaya, François, Pierre et les autres. Voilà, un premier noyau qui s'est, comment dire, qui s'est campé, qui s'est poursuivi du côté de Louvain avec Thierry et Andrea, qui avaient organisé ce grand colloque Green Communication en 2011-2012, je crois, qui avait donné lieu à un numéro de la revue de l'Université de Louvain. Et puis, comment dire, le Sud n'est pas en reste. Et voici le Grand Sud, Aix, Marseille, Toulon, qui font à présent rayonner cette thématique. Et c'est tant mieux. Donc, un élargissement et un emboîtement des lieux qui marque une réflexion continue. Ce qui est intéressant aussi dans ce colloque, c'était ce maillage prévu avec des milieux professionnels qui permet aussi d'avoir des sources de la part d'acteurs, décideurs, façonneurs de messages. Donc cette complémentarité entre une approche plus analytique et une approche agissante, constructive, productive, industrielle d'une certaine façon, était très, très intéressante. Alors, qu'est-ce qui a changé au fil, comment dire, des lieux et des temps consacrés par les membres de notre discipline à cette question de la communication environnementale? Alors, en tout début, dans l'ouverture, Thierry Libard nous disait que la préoccupation environnementale, aujourd'hui, n'a quasiment pas évolué par rapport à il y a 20 ou 25 ans. Et donc, il semblerait, sur la base de sondages, que le niveau de conscientisation, de sensibilisation de la population française soit globalement le même. Alors ça, c'est un point aussi qui est intéressant dans ce colloque, d'entendre beaucoup de chiffres, de sondages, de tableaux, donc de reporting comme cela sur l'évolution des préoccupations et des pratiques des Français, notamment sur ce sujet. Alors, je dirais que à côté de ce caractère statique un peu des sondages, il faut venir ou revenir à la dynamique qui existe, qui est forte. Donc, comment dire, derrière cette
manière de mesurer un état supposé de l'opinion. Là, je fais référence à Bourdieu et sa critique de l'opinion publique et de la pratique des sondages. Eh bien, je crois qu'on va trouver une richesse dans le travail et dans la dynamique qui s'est enclenchée et qui ne se réduit pas à une écume médiatique et à une médiatisation de la question. Donc, il y a une dynamique de recherche forte, multiple, qui s'est installée au cours des dernières années, à laquelle nous participons, que nous alimentons. Une dynamique qui est, en un sens interdisciplinaire, et interdisciplinaire, mobilisant, réunissant, faisant se travailler ensemble de différentes disciplines qui concourent ou concourraient à l'avènement de ces humanités environnementales dont on parle aujourd'hui et qui ont comme caractéristique de bousculer le paradigme anthropocentrique. Quelques interventions au cours du colloque là, ont été faites sur ce point. Je pense à Casey Schmitt, notamment, quand il traitait de la deep écologie. Naissance des humanités environnementales qui alors bouscule ce paradigme et qui, aussi propose de repenser le lien science-société et qui propose d'articuler un travail d'analyse, de description avec un travail de prescription, de recommandation, qui modifie la donne. Dynamique interdisciplinaire, mais dynamique sciences de l'information et de la communication aussi, avec, notre souci ou nos soucis, notre attention envers la multiplicité des acteurs, envers la polyphonie des discours, envers le choc et l'imbrication des médias, anciens et nouveaux, une dynamique sciences de l'information et de la communication sensible, vigilante envers la circulation de ces acteurs, de ces messages, de ces discours, de ces techniques dans un espace public où nous analysons chacun à notre manière un travail de circulation dans lequel il y a de la formation, de l'information, de la transformation aussi des acteurs et des messages et des propos selon une logique, incompressible qui mêle tout à la fois et toujours de la coopération et du conflit. Donc une dialectique comme cela qui est particulièrement motrice. Donc si rien n'a changé au niveau de l'opinion publique, je dirais que tout a changé au niveau scientifique, et du moins dans notre domaine, au moins, voire plus, certainement plus aussi. Et qu'il y a donc un espèce de feuilleté de nos travaux qui, à la surface peut passer, de manière discrète et qui recouvre une activité réelle, forte, soutenue, partagée, démultipliée. Et tous vos témoignages, toutes vos interventions, plus passionnantes les unes que les autres, en témoignent. Alors, de ce que j'ai entendu, je retiendrai d'abord, premier point, une attention forte envers globalement la figure humaine, envers les modes d'action, envers les figures de l'acteur. Et contrairement à des colloques, soit auxquels nous participions il y a quelques années ou qui se déroulent par ailleurs dans notre discipline, je dirais qu'ici, la question de l'humanité au sens très, très large de son imbrication, de son maillage avec l'environnement est quelque chose qui est le focus beaucoup plus que les techniques, les technologies de communication qui préoccupent toujours beaucoup et qui donnent lieu à des analyses très fines et par ailleurs très intéressantes. Mais le point de vue des propos, des interventions que j'ai entendues était toujours un point de vue fondamentalement humain. Ce qui était intéressant à entendre aussi dans vos exposés, c'est, alors là je rejoins et je reprends une formule de Françoise Bernard sur l'éclectisme méthodologique, le pluralisme méthodologique, c'est-à-dire que tour à tour, les uns ou les autres se fondent, travaillent, soit sur l'analyse des médias, avec des corpus soigneusement constitués, disséqués, produisant des conclusions toujours très intéressantes, soit, autre possibilité méthodologique, sur la base d'entretien, ce qui a été évoqué très, très récemment, très, très régulièrement encore il y a quelques minutes dans les exposés de ce matin, soit ce qui me semble se développer à vous entendre, mais je ne sais pas si c'est une tendance mais très intéressante, sur la base de l'observation, d'une observation d'acteurs de terrain qui fait émerger, remonter des propos, qui fait remonter des points de vue, des usages, des représentations. Je pense à l'intervention d'une jeune femme sur l'apprentissage
d'un comportement zéro déchet, où là, tout part du terrain et le questionnement se construit ensuite. Et puis, dernier volet méthodologique aussi que nous avons entendu exposé par des virtuoses de cette approche statistique, informatique, très rigoureuse, mobilisant de gros corpus et travaillant donc sur le recensement, l'analyse, l'interprétation de traces d'usage sur différents médias, notamment sur les réseaux sociaux. Un focus, donc, un point de vue globalement humain, analysant des modes d'action, des modes de sensibilisation, où tour à tour, il y avait un éventail comme ça, un peu qui nous était présenté par les autres, du moins un éventail vu de loin et après coup, sur ce fameux appel à la pédagogie, auquel les pouvoirs publics sont soumis et injonction qui leur est régulièrement adressée, faites preuve de pédagogie, donc de répétition, d'information, d'explication, comme si cela suffisait pour transformer les comportements. Cette veine-là existe toujours. Autre type de mode d'action de sensibilisation évoqué, traité par les uns ou les autres, le caractère puissant de l'exemplarité. Donc, cette puissance inspirante, cette puissance contagieuse de l'exemplarité à travers un certain nombre de figures, héroïques ou plus ordinaires, piste très, très intéressante. Autre piste aussi d'action de sensibilisation, autre modalité d'action analysée par vous, le travail et la force de l'interpellation. Pour ça, il y a eu un exposé notamment sur Greta Thunberg sur Internet qui était tout à fait intéressant. Donc, différents ressorts d'action mobilisés par les acteurs et analysés par vous. Parmi ces acteurs, là aussi, c'est un éventail après coup que l'on peut dresser d'une certaine façon et qui a été évoqué et qui va de l'individu au groupe, qui va à un extrême qui concerne l'individu ordinaire, le héros minuscule, celui qui apprend à trier, celui qui apprend à recycler ses déchets et qui a comme caractéristique, je trouvais cela très intéressant dans l'exposé qui en a été fait, qui a comme caractéristique une imperfection qui, n'est pas fautive, mais qui est assumée et qui marque un travail d'expérimentation, d'apprentissage. Je trouvais ce versant et ce mode d'apprentissage et cette mise en scène de l'individu ordinaire vraiment très, très intéressante. D'autres ont dressé des typologies d'acteurs engagés ou de familles d'acteurs ou de groupes d'acteurs. Je crois qu'il y a une grande, peut-être était-ce le titre du colloque qui s'y prêtait, mais un grand intérêt pour les figures de l'activisme et des activistes environnementaux, héroïques, forcément héroïques, soumis à de grands dangers, mis en difficulté dans leur pays. Et là, le terrain sud-américain a été très régulièrement évoqué, donc c'était tout à fait intéressant de voir, de véritables héros, qui sont des personnes ordinaires qui tout à coup se mettent en péril et au prix parfois de leur vie, s'insurgent contre une logique industrielle d'installation de barrages, d'installation hydroélectriques, minières, etc., qui pose deux questions, à mon avis, importantes aussi dans le traitement de la question environnementale, qui sont en arrière-plan mais qui sont liées, qui est d'une part un questionnement ou une revendication d'une partie de la planète à participer au progrès, à développer un progrès technologique, à s'électrifier, à se développer comme nous le faisions il y a un siècle. Voilà, cette revendication qui est intéressante, qu'il faut entendre, mais qui suscite aussi des oppositions très fortes. Et puis l'autre point, je pense, qui est lié aussi à l'intervention à l'analyse de ces figures de l'activisme, c'est la question démocratique, l'état démocratique dans lequel s'inscrivent ces activistes. État démocratique menacé, inégal, corrompu, ou en Occident, en Europe, peut-être plus développé, plus épanoui, mais n'interdisant pas des actions, présentant une modalité d'intervention particulièrement forte.
Donc tout ceci ouvre, comment dire, beaucoup de pistes sur, comment dire, sur ce sujet alors qui est en route, andando, comme disent les Espagnols, puisqu'on a un petit peu parlé espagnol durant la séance. Et simplement par rapport à cela, en quelques minutes, je rappellerai, enfin, peut-être les propositions théoriques que j'ai menées au fil du temps. Alors là, j'ai un peu la figure de l'ancêtre qui parle et qui, comment dire, après coup, je dirais que dans mon travail ou dans les travaux que nous avons pu développer au CELSA avec un certain nombre d'entre vous, eh bien, ce qui a pu, comment dire, ce qui est apparu, ce sont peut-être trois pistes. Donc, je vais évoquer très, très rapidement, que j'entends, si elle là aussi est reprise, la question de la circulation entre les lieux. Ça, je la trouve toujours toujours très intéressante. C'est-à-dire ne pas seulement considérer un micro-lieu, mais voir une circulation, des déplacements. Alors, en ce moment, peut-être moins ces derniers mois que l'année dernière, avec Greta Thunberg, on avait un exemple absolument magnifique d'investissement de l'espace physique, d'investissement de l'espace médiatique et d'investissement de l'espace institutionnel. Et ces correspondances, cette circulation des discours, des présences, des héros, etc., dans ces différents lieux, alors, ça ne passe pas forcément par les trois lieux, mais l'un ou et l'autre, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Alors, pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous, c'est l'espace médiatique qui est privilégié parce que, comment dire, un objet saisissable, connu, identifié avec des techniques d'observation, d'analyse aujourd'hui extrêmement serrées et rigoureuses. Mais je pense que, comment dire, il faudra réinvestir l'investigation sur l'espace physique de la rue. Donc, la rue qui est quand même aujourd'hui très un endroit repris, alors pas en main, un endroit où se déroulent des marches, où il y a un principe d'occupation. Donc, à travers cette idée, comment dire, d'observation, d'une circulation de discours, de revendications et d'acteurs dans l'espace physique, eh bien, comment dire, se joue, comment dire, une observation des corps en mouvement pour l'environnement, ce qui est aussi intéressant que les discours en mouvement pour l'environnement. Donc voilà, cette circulation physique des corps et des revendications est intéressante. Et puis, sur le plan institutionnel, il y a eu peut-être durant cette session un peu moins, je sais que ça existe beaucoup par ailleurs, d'approches consacrées à la question institutionnelle, c'est-à-dire l'entrée en institution de la question environnementale, comme Céline Espuni l'avait fait autour des COP, autour des conférences, donc tout cet aspect, diplomatique d'une certaine façon, politique, international, national, et ce niveau de l'institution qui me semble important, parce qu'on a parlé de la RPP, et donc, je veux dire, un moment de grande défiance par rapport aux institutions. Je trouve que, autant pour nous qu'avec des étudiants, il est intéressant de réactiver la question du sens de l'institution, très vite balayée, très vite évacuée, comme cela, notamment par des jeunes qui n'en voient pas du tout l'intérêt, et donc retrouver le sens de la négociation, de la discussion, de la proposition, de l'ajustement et de la décision qui se joue dans différentes institutions. François Allard le fait aussi, il analyse beaucoup ce niveau-là. C'est quelque chose qui est intéressant. Donc ça, c'est voilà, première piste théorique sur l'imbrication des niveaux de la circulation et donc de l'observation. Deuxième point très rapide, je m'arrêterai peut-être là-dessus, la question du récit. Alors cette question du récit, tout le monde parle beaucoup de Christian Salmon. Alors, Christian Salmon, très bien. 2007, Christian Salmon. Avant 2007, il y a dans les années 2000 à Louvain l'Observatoire du récit médiatique, qui travaille sur l'inscription des récits dans la presse principalement, mais télévision aussi, etc. Il y a à Genève, toujours dans les années 2000, bien avant Christian Salmon, tous les collègues qui travaillent sur le récit politique. Et puis à Paris, du côté du CELSA et de votre serviteur, un travail sur les récits organisationnels, institutionnels, donc ceux qui construisent un sens, reconstruisent un sens, et dans lesquels je distinguais des récits à la fois des micro-récits, qui sont des récits de la maisonnée qui soudent une communauté, et des récits de l'engagement. Alors ça annonce aussi ce dont va parler Françoise, qui travaille beaucoup sur cette question d'engagement, mais en un sens tout à fait différent du mien. Quand je parle de récits d'engagement, ce sont des récits qui portent des valeurs, et des valeurs en général transcendantes, supérieures. Donc on est dans une perspective de récits d'ouverture, de récits qui mettent en éveil, qui mettent en mouvement,
et pas du tout de posture, pas du tout de gestes, ni d'expérience, ni de comportement. Donc cette piste des récits, je pense qu'elle est bien campée dans notre discipline, avec comment dire, des inspirations émanant selon la formation des uns et des autres, de la littérature, de la sémiologie, de la philosophie. Il y a beaucoup à apprendre et à apprendre dans ces univers-là. Et cette question, comment dire, reste toujours très très forte et très très intéressante, avec cette figure mystérieuse, comment dire, du héros. Ce sera le mot de la fin. Ce héros, comment dire, qui bascule, qui s'effrite, cet anti-héros contemporain, mais qui rend l'action aussi, ou peut-être la perspective d'action, plus faisable, plus accessible. Donc un désenchantement, une déshéroïsation, mais qui est très certainement aussi le lit d'une appropriation facilitée, démultipliée du souci environnemental qui est le nôtre. Voilà, chers collègues. Un grand merci, Nicole. C'était transversal. Enfin, merci beaucoup. Est-ce que peut-être il y a des remarques avant qu'on passe tout de suite à celle de Françoise? Des questions? Oui, très éclairant, je suis tout à fait d'accord. J'aurais dû prendre des notes. Bien, je vous propose, compte tenu du retard qu'on a pris partout, et encore un grand merci. Pardon, j'avais mon masque, on est nombreux ici. Un grand merci, Nicole, d'être livrée à cet exercice qui est vraiment difficile et que tu as fait haut la main, là, évidemment. Je vous propose de continuer à discuter avec Nicole sur le forum, et puis que l'on passe à l'intervention maintenant de Françoise Bernard. Très bien, merci beaucoup. Alors écoutez, je tiens d'abord à partager mon émotion. Je suis totalement impressionnée par la densité, la qualité de tout ce que nous avons entendu et vécu ensemble. Ce partage scientifique, intellectuel, convivial, respectueux. Voilà, tout ce que nous aimons dans la recherche et qui m'aide à franchir ce pas délicat de l'éméritat dans lequel je suis désormais. Alors, Nicole parlait des privilèges de l'âge. Voilà, j'en suis là plus qu'elle encore. Bien, alors, merci beaucoup Nicole pour cette brillante synthèse. Alors, qui m'amène à renoncer à une partie de ce que je voulais vous dire, puisque Nicole l'a exprimé de manière brillante, complète, argumentée. Je vais donc un petit peu réorienter mon propos, mais vous verrez que, je l'espère, nous restons dans le sujet. Et finalement, mon propos pourrait s'intituler « Parler, agir, symboliser, imaginer ». Le programme est vaste. Je vais développer 2 points, si vous le permettez, trop rapidement, évidemment, je regarde l'heure. Alors, je considère que mes 20-25 minutes commencent à partir de 11h29, hein, nous sommes d'accord. Le premier point pourrait s'intituler « Explorer les relations entre parler, agir, symboliser, imaginer ». Je laisserai l'imaginer pour la deuxième partie, que je souhaiterais consacrer de manière toujours trop rapide, évidemment, dans le format qui nous est alloué, à l'émergence d'un écho-imaginaire socio-historique. Alors, je ne reviendrai pas, si quand même un petit mot pour vous dire que j'ai beaucoup apprécié l'ouverture à l'ensemble des terriens, des terrains, des objets d'études, dans les pays du Nord, dans les pays du Sud, l'Arctique, la Nouvelle-Calédonie, les Caraïbes, l'Amérique latine, l'Inde, et j'en oublie. Donc, ça me paraît un point également très positif que je voulais ajouter à ce qu'a dit Nicole, et je m'arrêterai là sur ce point. J'ai également, j'ajouterai un autre petit commentaire. J'ai entendu en permanence, dans toutes les interventions, la question je dirais, non développée, non saisie, non problématisée, de l'importance des formes organisationnelles qui accompagnent les questionnements que nous posons, les activités qui se déploient, les réflexions qui se développent.
Donc cette question des formes organisationnelles me paraît en soi un point de recherche que nous pourrions reprendre. Je livre ça à votre réflexion pour la suite. Alors, pour introduire mon propos qui invite à déborder du cadre comment parler et à regarder finalement les questions des frontières entre, je l'ai dit, parler, agir, symboliser, imaginer, je vous propose de faire un lien rapide avec l'actualité de la Covid et ses relations avec la crise environnementale. Alors, ce qui frappe avec la Covid, c'est l'accélération du temps et des réponses. C'est la mobilisation des États, des institutions, des professionnels divers, des acteurs et bien sûr des professionnels et acteurs de la santé auxquels nous rendons hommage et c'est tellement légitime. C'est aussi l'attention des populations et la mobilisation de la société civile via les réseaux sociaux. Alors on est un peu jaloux finalement parce que la Covid ne saurait attendre là où l'environnement attend depuis des décennies. Pour rappel, et pour rester dans les références récentes finalement, le printemps silencieux de Rachel Carson, 1962, les travaux du Club de Rome, Halte à la croissance pour la traduction en langue française, le premier sommet de la Terre, 1972. Et nous avons commencé le colloque en faisant un constat de tout ce qui ne marche pas. Alors, l'intérêt de cette comparaison repose sur l'idée que la Covid est une expérience collective d'un genre socio-historique inconnu depuis les 30 Glorieuses, celui d'un effondrement. Alors, pas l'effondrement majeur, pas le total, un mini-effondrement, pourrait-on dire. D'autres observateurs l'ont souligné également. Et d'une mise sur pause de la mondialisation. Alors ça, on nous a expliqué, les économistes, les gouvernants, etc., que la mondialisation était une sorte de processus, une sorte de méta-réalité surplombante de l'ensemble des sociétés. En gros, la pédale de frein n'existait pas. Et là, on met en pause la mondialisation. Alors ça, c'est quand même une expérience majeure qui est extrêmement riche en matière de réflexion. Donc, dans les médias, on trouve plein de choses. La Covid peut accélérer. Alors, à la fois les journalistes, les commentateurs, les essayistes qui nous disent que la Covid peut accélérer la transition écologique, les Échos, Le Point, France Info, France Culture, j'en passe, j'ai toutes les références. Et ceux qui nous disent la Covid, ou plutôt l'écologie est victime, je cite, collatérale de la Covid, Le Parisien, TV5 Monde, Esprit Presse et bien d'autres organes médiatiques. Alors, ces quelques références, pour moi, soulignent des perspectives interprétatives divergentes de tout événement et révèlent les logiques d'indétermination des flux et des flux de paroles et des flux d'action. Des chercheurs ont cité Nicolas Trong, journaliste, qui a publié un long article dans Le Monde, La Covid-19 bouleverse la philosophie politique, et il nous rappelle que cette crise sanitaire est aussi une extraordinaire matière à penser, y compris pour nous, chercheurs en communication environnementale. Alors, premier point, explorer les relations, parler, agir, symboliser. Je crois que l'enjeu pour nous est de réfléchir aux conditions de possibilité d'une composition, vous l'avez tous dit, Nicole l'a rappelé, une composition conceptuelle et théorique pluridisciplinaire. Le chantier est immense, nous essayons tous modestement par des entrées diverses, nous l'avons vu dans nos échanges. Alors, je vais me recentrer sur un cadre général qui permet peut-être de traverser un certain nombre de questions que nous nous posons. Je fais référence à l'apport de Cornelius Castoriadis
alors un ancêtre pour nos jeunes gens, l'institution imaginaire de la société 1975. Et à l'observation qui me paraît majeure, qui a été parlée pendant toutes les communications entre l'institué et l'instituant, et de regarder notre période historique, quand Nicole parlait de la méfiance vis-à-vis des institutions, comme étant une période historique extraordinaire où nous assistons, nous y sommes, comme au XVIIIe siècle avec la philosophie des Lumières, comme au XIe siècle, je ferai une référence aux travaux de Georges Duby avec l'émergence de l'imaginaire féodal, nous sommes à une période où l'institué est fortement mis en cause et des dynamiques instituantes sont à l'œuvre. Donc, je vais vous proposer de regarder ces deux dimensions, analyser ce qui est institué. Alors, nous avons entendu des notions précieuses, les notions de représentation sociale, Moscovici, Jodelet, Abric. Et mon message, c'est aussi, peut-être de Nicole l'a fait, d'autres intervenants l'ont fait, de rappeler l'importance d'un retour aux grands auteurs, et pas simplement aux auteurs qui reprennent, et ceux qui reprennent les reprises, etc., aux grands auteurs des concepts que nous utilisons. Donc, représentation sociale, la notion de stéréotype. Walter Benjamin Lippmann, stéréotype, c'est une notion qu'il propose dès 1922 pour désigner, donc par analogie, les images mentales qui nous permettent de simplifier la réalité face à la complexité de notre environnement. Et les stéréotypes sont présents, y compris dans le champ de la recherche, bien sûr. Ils deviennent une image mentale durable, qui structure, qui préforme les analyses et les perceptions que nous avons, notamment des problématiques environnementales. La notion de conformisme, je vous renvoie à l'expérience de référence de H 1952, qui montre le suivisme des individus qui se conforment non pas parce qu'ils sont convaincus, mais, et ça c'est très important parce que ça montre que le lien social est essentiel dans nos travaux, par peur de se démarquer et qu'ils choisissent finalement de privilégier leur insertion dans le groupe en évitant le conflit relationnel. Beaucoup des positions des uns et des autres s'expliquent par cet angle théorique. Alors je n'irai pas plus loin, bien sûr, nous avons tous les travaux sur la théorie de la soumission librement consentie. Robert Vincent Joule, c'est le nom que je porte aujourd'hui, j'ai vu sur mon poste informatique, et les travaux de Jean-Léon Beauvois pour la version de ses travaux en psychologie sociale. Pour analyser les dynamiques instituantes, nous avons beaucoup de choix théoriques, conceptuels. Alors vous notez que je laisse de côté la dimension empirique, les terrains, ça a été tellement riche pendant le colloque que je ne reprends pas ces matériaux, mais ils sont présents au moment où je vous parle. Mon présupposé, mon présupposé principal est que l'action est le support de nombreux changements. Des communicants l'ont dit, y compris des changements institutionnels. J'ajouterai à cela que les dynamiques instituantes sont associées également, je l'ai dit en introduction, à la floraison de formes organisationnelles diversifiées. Je vais plutôt me centrer aujourd'hui sur certaines théories de l'action. Alors nous avons un choix extraordinaire, notamment dans le champ de la sociologie. Je prendrai un exemple dans le champ des nouvelles sociologies avec Albert Ogéan, auteur avec Louis Quéré d'un vocabulaire de la sociologie de l'action, publié en 2005, qui reprend un ensemble de travaux. Il définit deux courants dans l'analyse de l'action, le courant structuro-fonctionnaliste, et vous verrez que ça a à voir avec nos propos, qui finalement explique les conduites en les concevant comme expression mécanique d'un ordre de détermination qui leur préexiste et en façonne la conformité, accompagné du principe de non-conscience de l'agent. Bien. Deuxième courant, interactionniste, que nous connaissons bien, je passe,
Et je m'intéresse à la troisième perspective qu'il propose, notamment en introduisant les thèses de l'émergence et de la réflexivité. Et je crois que cette notion de réflexivité qui transforme les agents sociaux en acteurs sociaux et caractérise notre période. Peut-être avec excès d'ailleurs, hein, puisque chaque citoyen se considère comme autojournaliste, bon, etc. etc. Hein, ce sont des travaux qui se déploient dans notre champ. Mais cette notion de réflexivité est très précieuse puisque elle horizontalise et elle pose la question de la circulation des savoirs. Alors, il définit de ce point de vue, donc c'est un point de vue qui relève de la philosophie pragmatiste, l'action comme covariation constante et aléatoire des facteurs, comme enchaînement incessant des conséquences et des antécédents dans la temporalité des échanges. Nous pourrions ajouter à cette perspective théorique qui intéresse nos travaux, bien sûr, les apports de la théorie de l'acteur-réseau, l'ANT, Calon, Latour, Ackrich. Cela fait partie des lectures obligatoires en sciences de l'information et de la communication. Je ne m'y arrêterai pas. Et ces apports restent vifs, restent très actuels. Je ne dirai qu'un mot des travaux consacrés à la communication engageante, quand même 20 ans de travaux, qui est une proposition issue d'une réflexion, d'un partage, d'un dialogue interdisciplinaire entre psychologie sociale et sciences de l'information et de la communication. Et je voudrais rappeler qu'il ne s'agit pas simplement de l'action isolée, hein, si vous lisez les textes que nous avons produits, et leur évolution aussi pendant ces 20 ans. Ce cadre propose un espace socio-cognitif qui permet de comprendre certaines relations entre la réalisation d'un petit acte. Le héros, le micro-héros, le héros, voilà, hein, ce héros dont on parlait, là, c'est un petit acte. Un petit acte qui est susceptible, et c'est en cela que les travaux m'ont intéressé dès le départ, que la théorie de l'engagement m'a intéressé dès le départ, parce qu'elle permettait de dépasser un point aveugle des théories du changement, qui peut conduire à certaines conditions, que je ne développerai pas ici, à l'ouverture d'un cours d'action stabilisé, et surtout à l'élaboration de significations et de valeurs consonantes vis-à-vis donc du chantier de l'écologisation de la pensée et des activités humaines, pour ce qui nous intéresse. La communication engageante théorise également les passages à double sens entre action et signification, l'action comme support de la production signifiante et la production signifiante, comme Nicole l'a dit, comme étant un levier de l'action. J'ajoute désormais, récemment, j'écris, bon, c'est un ouvrage qui, je l'espère, va paraître, bon, je suis en train de le reprendre pour la énième fois, la question de l'analyse des émotions. Comment, dans cette perspective de la relation entre action, signification et valeurs, éthique et valeurs, comment s'insère la question majeure des émotions, la peur, la colère, le désir, la joie. Et je crois que c'est quelque chose qui est important parce que nous sommes bien confrontés à ces deux principes moteurs de la recherche et de l'ensemble des activités humaines, la souffrance et le plaisir. Nous y reviendrons à un autre moment. Je laisse de côté, malheureusement par manque de temps, la question du symbolisé. Je renverrai bien sûr pour un mot quand même, pour les auteurs fondamentaux à Durkheim, à Marcel Mauss. Le symbolique pour Mauss apparaît structuré comme un langage, et les symboles forment une chaîne signifiante à partir de laquelle advient le sens. Je rappelle que Pierre Legendre nous avait proposé ce concentré, cette phrase extraordinaire, « L'homme symbolise comme il respire ».
dans la fabrique de l'homme occidental. Alors, je vais basculer dans le deuxième point, émergence d'un écho en surveillant d'assez loin l'heure, mais je sais que Céline et Andrea sauront me rappeler à l'ordre. L'émergence d'un écho imaginaire socio-historique. Alors pour Castoriadis, l'imaginaire social est le moteur des transformations historiques et culturelles. Il s'agit, selon lui, d'une création incessante et essentiellement indéterminée de représentation du monde et de formes de vie. L'indétermination renvoyant à la possibilité, à la capacité humaine de toujours faire advenir des formes nouvelles. Alors nous avons parlé des formes organisationnelles, nous pourrions parler des formes culturelles, des formes artistiques, des formes de gouvernance, etc. Le concept d'imaginaire devrait plutôt, selon lui, permettre une compréhension de l'histoire qui ne soit plus opérée d'après les schèmes réducteurs du déterminisme causal, mais fondée sur le principe de non-causalité. Il serait en fait impossible d'expliquer l'histoire des sociétés à partir d'une relation nécessaire de cause à effet, et cela précisément en raison de la nature même de l'histoire pensée comme autocréation. Alors, je n'irai pas plus loin dans l'exploration de ce texte, qui est un texte majeur que vous avez lu. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire parce qu'il est vraiment très inspirant. Les notions d'autocréation, mais qui sont évidemment accompagnées par les notions d'auto-altération. Et nous en sommes là. Un certain modèle issu du néo-capitalisme, issu finalement de ce moment, cette illusion des 30 glorieuses que nous pensions comme étant un moment, comme ceux qui l'ont vécu, j'en fais partie, qui a été vécu comme un moment qui a annoncé les temps d'un progrès limité, scientifique, technologique, social, bon, etc. Donc, auto-altération de cet univers de croyance. Alors, nous pourrions, pour comprendre ce que nous vivons, revenir à cette période des Lumières. Je ne le ferai pas ici, parce que je voudrais très très rapidement faire une allusion à une autre période qui est très riche en enseignement. Alors, il se trouve que vous savez, à mon âge, on a eu plusieurs vies. Et avant les cycles que j'ai rencontrés au premier colloque animé par Robert Escarpit, qui nous parlait de chasse à la palombe en même temps que de l'émergence d'une nouvelle discipline, avant cela, bien, j'ai une double formation en psychologie et en histoire. Et là, je m'intéresserai à l'histoire et à l'intérêt que j'ai porté pendant longtemps au Moyen-Âge, qui est une période passionnante, et aux travaux de Georges Duby, qui a beaucoup étudié. C'est un Provençal, il vivait entre Aix-en-Provence et Paris. Il est d'ailleurs inhumé au Tolonnais, près de la Sainte-Victoire. Et il a étudié l'imaginaire féodal. Alors l'imaginaire féodal, ses travaux sont passionnants parce qu'il nous montre que l'imaginaire, c'est un socle. C'est un socle. C'est la programmation d'une idéologie. Alors, il a montré comment les seigneurs assistaient des religieux et d'un ensemble de textes fondateurs, puisqu'il est historien, donc ce sont des textes, ont fait passer cette idéologie finalement d'une sorte d'intérêt mutuel à faire fonctionner ensemble trois ordres: le clergé, ceux qui prient, la noblesse, ceux qui combattent, et le tiers, ceux qui travaillent. Image très fonctionnelle de la société, qui est d'ailleurs commune avec les socles indo-européens, bon, je passe du Mésil et les autres. Mais c'est la programmation d'une idéologie, et c'est ça qui est intéressant pour nous. Elle repose sur une convention présupposant la complémentarité des rôles, et surtout cet imaginaire constitue le soubassement social
de la société politique d'Ancien Régime qui a duré 7 siècles. Et nous en sommes là, hein, le modèle issu de la philosophie des Lumières a aussi duré un certain nombre de siècles et actuellement, il y a un affaissement et c'est pour cela que la période est passionnante. Je sens Céline qui bouge sur sa chaise, donc peut-être que non. C'est bon, ça va. Alors, cet imaginaire est un imaginaire au sens fort du terme, c'est-à-dire qu'il a conduit à des œuvres d'art remarquables. Hein, les églises romanes, les églises gothiques, les vitraux, les enluminures, mais aussi le paysage rural qui est encore le nôtre. Alors transformé, bien sûr, par l'industrie agricole intensive, mais qui est encore le nôtre. Voilà, donc pourquoi je dis tout cela? Parce que je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'aller chercher dans le temps long en sciences de l'information et de la communication et de regarder avant 2000 et de regarder avant le XVIIIe siècle, etc. Bien. Alors, j'ai essayé de thématiser, et je terminerai par là, la question de qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui s'institue. Si l'on accepte avec Castoriadis, et j'accepte ce présupposé, selon laquelle, dans aucune société, les sociétés industrielles, pré-industrielles, toutes celles qui nous ont précédées, depuis le paléolithique, donc vous voyez, la visée est large, il n'y a pas de vide institutionnel. L'humain a en permanence inventé de la pensée institutionnelle pour gérer les problèmes fondamentaux de la vie, transmettre aux enfants, réguler les relations entre les hommes et les femmes, entre les humains et les non-humains. Hein, on est complètement dans le sujet. Donc, l'homme invente une pensée institutionnelle et des formes institutionnelles. Alors, je vais essayer de regarder en même temps ce qui se désinstitue et ce qui s'institue en émergeant. Quels sont les imaginaires thématisés à l'œuvre hein, qui pourraient, en quelque sorte, évoluer vers un imaginaire partagé, un éco-imaginaire partagé. Alors d'abord, la critique, ce que certains ont appelé le solutionnisme technologique. Son apport, bien sûr, regardez comment nous travaillons aujourd'hui. Hein. Nous serions bien malheureux si le colloque n'avait pas eu lieu. Et puis son coût environnemental et sociétal. Alors, parmi nombre d'auteurs, Félix Stréguer, donc chercheur au CNRS, membre de l'association La Quadrature du Net, procède à une critique de l'informatisation en tant que processus bureaucratique et de l'imaginaire gestionnaire et antidémocratique dont elle découle et qu'elle imprime dans la société. Alors voilà pour le versant critique. Il revient également sur le rôle des GAFAM qui se présentent comme des partenaires actuels naturels des États et qui sont plus puissants que les États pour offrir en permanence des solutions technologiques afin de gérer les sorties de crise. Bien, qu'il critique évidemment, point de vue qu'il critique. Il conclut en soulignant que le solutionnisme technologique, l'informatisation, la numérisation est présentée comme seule solution à des problèmes qu'elle engendre largement, partiellement. Et surtout, elle restreint nos imaginaires politiques. Bon, ça, c'est intéressant. Elle restreint nos imaginaires politiques. Alors, lâchons la bride, c'est la leçon de cette littérature. Je laisserai de côté des analyses très importantes qui ont été peu évoquées dans le colloque et qui pourraient être aussi un autre versant de notre réflexion sur les problèmes de droit, qui sont des problèmes extrêmement importants du point de vue de l'analyse institutionnelle. Donc, le solutionnisme technologique comme étant mis en questionnement dans ces imaginaires thématisés. L'effervescence du religieux, le foisonnement des spiritualités, l'émergence d'une écologie spirituelle. Nous avons eu des témoignages dans le colloque. La figure de Gaïa est revisitée, mais pas seulement. Hein. Je renvoie également, nous avons entendu une très belle communication sur les monastères hindouistes.
Je renvoie également aux travaux de Dominique Bourg et cette figure héroïsée de saint François d'Assise, que l'on retrouve également dans le champ des arts. Donc les sociétés modernes, rationalistes, n'ont jamais évacué le religieux, il n'a jamais disparu de la scène, il ne cesse de se transformer, de se recomposer. Je pense évidemment aux travaux du sociologue des religions Yves Lambert, qui nous a quittés malheureusement, et qui propose cette notion de tournant axial, qui définit la spiritualité comme la croyance des forces transcendantes, quel que soit leur degré de manifestation, qui informent la réalité du monde et l'expérience de l'être. Alors voilà, hein, donc là, il y a aussi dans cette effervescence du religieux, me semble-t-il, quelque chose qui, le retour de la spiritualité, enfin le retour, non, hein, puisque je viens de dire qu'elle n'a jamais disparu, mais les nouvelles formes de spiritualité, quelque chose de très intéressant. Et puis, troisième dimension, je ne suis pas exhaustive, l'ordre peut être totalement discuté, les logiques d'expérience, d'expérimentation et en langue française, d'empouvoirment à la main de la société civile. Les engagements en acte des acteurs sociaux dans des projets. Cela me semble une troisième thématique éco-imaginaire très intéressante. Vous en avez tous parlé et nous observons et nous participons à ces logiques. Les relations également science-société élargie. Alors ce programme est d'actualité, faire entrer la science dans la culture générale de tous les citoyens. Et la Covid, l'environnement sont des accélérateurs. Et ça, c'est très intéressant. On essaie de comprendre ce qu'est un vaccin, comment fonctionne un vaccin. On essaie de comprendre ce qu'est une plante, comment elle respire, comment elle communique, les arbres, etc. Donc là, nous avons une thématique qui est également très riche. Les controverses et débats portant sur les modèles et pratiques démocratiques et la question du politique. Alors, cette thématique est tellement vaste, permettez-moi de ne pas l'aborder, je la mentionne comme cinquième thématique. Sixième thématique, l'écologisation, et c'est pour ça que je suis beaucoup plus optimiste que Thierry Libert, progressive des représentations sociales, l'ébranlement de l'ontologie naturaliste, c'est une référence et un hommage aux travaux de Philippe Descola. Alors les représentations sociales du travail, de la mobilité, de la production, de l'économie, oui, sont irriguées par les questions d'écologisation. C'est dans ce sens, d'ailleurs, j'avais exprimé un petit désaccord très amical avec Thierry Libert, dont je respecte infiniment tous les propos et tout son parcours, lorsqu'il a dit les éco-gestes, ça ne marche pas. Mais si, les éco-gestes, ça marche merveilleusement. Ils apportent leur contribution à cette écologisation des représentations sociales. Alors, on voit apparaître un faisceau de notions qui commencent à infuser dans plusieurs endroits de la société les notions de vulnérabilité. Oui, nous sommes vulnérables. Oui, nous ne sommes pas protégés par la technologie. Oui, nous ne sommes pas protégés par la puissance de notre rationalité. La contingence, les solidarités. Alors, on pourrait mettre tout cela au pluriel. Les solidarités, le convivialisme et la convivialité, la vitalité et le vitalisme, l'interdépendance, la sobriété, les circulations et notamment les circulations des savoirs. Toutes ces notions se diffusent, se cristallisent et je me permets de rendre hommage à la belle HDR de Céline Pasquale-Espuni qui a travaillé cette notion précieuse de cristallisation. Alors, je terminerai en me référant aux travaux de l'anthropologue Philippe Descola qui nous a invités à regarder comment toutes les cultures humaines ont, à leur manière,
résolu culturellement la question des continuités et discontinuités entre humains et non-humains. Les 4 ontologies qu'il propose, animisme, totémisme, analogisme et naturalisme, sont très intéressantes pour nous. Et alors, elles sont également intéressantes parce qu'elles permettent de tracer d'autres perspectives, de penser à des hybridations et finalement de nous livrer à, ce sera le mot de la fin, à cet exercice partagé de créativité continue du monde pour inventer de nouvelles ontologies. Voilà, merci de votre écoute et je tiens à vous dire à nouveau combien j'ai apprécié ce moment de vie partagé avec vous et d'intelligence collective partagée avec vous. Merci beaucoup.